On voulait montrer que rien n'est gagné et que si on veut profiter de belles choses aujourd'hui, il faut essayer de faire un effort et pas simplement d'être dans la consommation. Les deux pas, c'est à ça que ça a trait. Pour nous, ces rencontres, ces découvertes, ça allait être évidemment le fruit d'un petit effort, essayer de faire quelque chose qui va un petit peu au-delà de notre façon de percevoir le tourisme et le voyage habituellement. Nous on était à pied, la nuit était déjà tombée, il était 18-19 heures, et on se dit en fait on peut pas. Si on veut y aller à pied, on est obligé de refuser cette invitation. Et là elle nous explique que avec son mari et leur fille, ils avaient traversé l'Europe en vélo avec des règles en tête et qu'ils avaient voulu s'y tenir. Où on refusait des invitations. Ne faites pas cette erreur, ça va rien changer à votre voyage de 2 ans. Et au bout d'une semaine, voilà, on enfreignait déjà cette règle qu'on s'était dit de pas monter dans une voiture parce qu'en fait, évidemment, elle avait raison. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves et te filer leurs meilleurs tuyaux, concrets et mindset pour y arriver. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation car ici, on ambitionne de planter des arbres avec des oreilles. Alors, n'hésite pas à partager ce podcast, un grand merci d'avance. Toutes les explications sont sur storylific.com. Marie et Neil ont passé 2 ans à traverser l'Europe à pied par les chemins les plus sauvages, dormant principalement en tente en toute saison. Leur projet, 2 pas vers l'autre, avait pour but de rendre plus concret à chaque pas le concept d'Europe et aller à la rencontre de ses habitants. C'est un voyage dans des paysages qu'on n'imaginait pas ailleurs qu'à l'autre bout du monde qu'ils nous invitent. Alors, que tu sois voyageur en quête de paysages sensationnels, curieux qui se passionne pour les récits de voyage, ou que tu as simplement envie de passer un bon moment en excellente compagnie, tu es au bon endroit. Bonjour Marie, bonjour Neil. Salut. Bonjour. Enchanté. Ça fait très plaisir de parler avec vous ce matin, vraiment, j'attendais ça depuis longtemps puisque j'ai reçu de Glénat votre très 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 bel ouvrage, j'adore, c'est un bel objet, on va en parler et puis le contenu en vaut la peine, hein, c'est pas que l'objet. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter pour commencer ? Bien sûr. Alors, je suis donc Neil. On a commencé ce projet à 2. Moi, je viens du milieu de la photographie où je bossais précisément dans la mode et des portraits d'artistes, de célébrités, de choses comme ça. Et puis, comme Marie d'ailleurs, j'en étais à un point de ma carrière où j'ai eu un petit peu de mal à assumer tout ce travail qui arrivait de partout. J'avais l'impression d'être dans quelque chose qui me convient pas, dans lequel je trouve ni mes valeurs ni mon rythme. Et j'ai eu envie de partir pour un truc un peu différent et certainement un peu dingue aussi. Je suis donc Marie, l'autre moitié de ce binôme d'aventurier-auteur. Moi, j'ai grandi à Paris avec malgré tout un fort attachement à la campagne, la ruralité, la montagne un petit peu, parce que je passais mes vacances chez mes grands-parents dans l'Aveyron beaucoup, en Normandie un petit peu. Et puis j'ai eu une brève carrière de responsable ressources humaines, quand même 7 ou 8 ans, jusqu'à ce que je décide que voilà, toute cette énergie et ce temps consacré à un métier qui défendait pas des valeurs auxquelles je croyais spécialement, et j'ai choisi de tout quitter pour me lancer dans cette aventure avec Neil. Et donc votre projet, vous l'avez appelé 2 pas vers l'autre, et ça mérite déjà une explication, parce que c'est un bien joli concept. C'est sûr que c'est pas un nom qui est arrivé par hasard. Il a fallu déjà le chercher parce que c'est vrai que tu montes un projet, déjà tu veux partir pour un grand voyage. Très honnêtement, tu te réveilles pas un matin en ayant une idée parfaite de ce que tu veux accomplir, des valeurs que tu veux émettre. Tout ça, ça a été le fruit d'une réflexion, tu vois, et il y a rien d'inné là-dedans. Et puis le nom du projet aussi a nécessité un peu de réflexion. On voulait montrer que rien n'est gagné et que si on veut profiter de belles choses aujourd'hui, il faut essayer de faire un effort et pas simplement d'être dans la consommation. Je pense que les deux pas, c'est à ça que ça a trait. Pour nous, ces rencontres, ces découvertes, ça allait être évidemment le fruit
d'un petit effort, essayer de faire quelque chose qui va un petit peu au-delà de notre façon de percevoir le tourisme et le voyage habituellement. Une rencontre, ça se fait souvent pas comme ça. Il faut y mettre un peu du sien, il faut y mettre de l'énergie, un peu de flamme et quelque chose de fort. Et l'autre, ça avait aussi pas mal de signification à l'intérieur du projet. C'est tous les gens qu'on voulait rencontrer en chemin et on a réussi. Alors au départ, tu sors de chez toi le premier jour, tu sais pas si tu vas réussir à rencontrer des gens incroyables du début à la fin du voyage, comme tes fantasmes le dictent, tu vois. Mais ça a fonctionné. L'autre, c'est aussi tous les gens avec qui on a voulu partager le projet via les réseaux sociaux, avec la presse aussi, parce qu'on a eu un peu de couverture qui nous a permis d'avoir une voix pendant tout le voyage et d'amener quelque chose de simple et de sincère, de présenter un voyage avec son côté épique, avec ses galères, mais aussi avec sa normalité, ses lenteurs, ces trucs un peu qui sont rarement montrés en fait via les réseaux sociaux. Puis l'autre, ça avait aussi le sens pour nous de tous ces endroits qu'on a découverts, qui sont assez différents souvent de ce qu'on imagine de l'Europe. On a vu des endroits inconcevables, en tout cas des déserts ou glaciers. On est passé par des endroits qu'on soupçonnait pas comme étant si proches de chez nous. Et puis l'autre, c'est aussi cet autre nous, un peu caché, ce Mike Horn qui sommeillait un peu profond à l'intérieur, tu vois, et qu'on a découvert au fil des galères, quoi. J'aimerais bien aussi dans le livre vous expliquer que c'est faire un pas vers l'autre, c'est ce qu'on entend tout le temps. Faire 2 pas, ça veut dire vraiment faire un effort, vraiment s'investir davantage. Et ça, je trouvais ça un beau concept aussi. C'est vrai que là, vous avez bien investi. Donc 10 000 kilomètres à pied, 2 ans, une traversée de l'Europe. Alors on va faire le pourquoi, le comment, d'où à où. Vous avez déjà répondu à une partie, on va y aller dans l'ordre. D'abord, donc le pourquoi. Donc c'était ce point dans la carrière où vous ne trouvez plus de sens et vous avez pensé que c'était vraiment un projet qui vous permettrait soit de faire une pause, soit vraiment d'aller chercher des réponses, soit c'était quoi votre pourquoi? Marie, peut-être, hein? Ouais, le pourquoi, comme on l'a dit tout à l'heure, il est venu d'un point de rupture, je pense, au départ, dans nos vies pro, mais perso aussi, je crois, une envie de tout changer, de ramener du sens et de se concentrer sur quelque chose d'important, qui nous est important à nous, en tout cas, à nos yeux, de faire quelque chose dont on serait fier, de mettre à profit le temps qui nous est donné ici sur cette terre et dont on sait jamais combien de temps il va durer. Donc le mieux, c'est quand même d'en profiter dès que possible. Et puis, et alors pourquoi la rupture? Je pense que c'est assez clair, et je pense que c'est ce que beaucoup de gens, beaucoup de trentenaires peut-être, mais pas que, peuvent avoir en tête en ce moment. Et alors pourquoi faire ça? Je pense qu'on est tous les deux grands marcheurs et puis amoureux du dehors. Mais il en fallait un petit peu plus, je pense, pour se lancer dans une traversée de l'Europe pendant 2 ans. J'avais bien aimé aussi, vous disiez finalement, on connaît mieux la Thaïlande que notre propre bout de terre. Et c'est comme ça que c'est venu l'Europe, en fait. C'est pas à défaut d'ailleurs, c'est en disant, justement, l'ailleurs, on le connaît peut-être un peu trop bien par rapport à ce qu'il y a là juste autour de chez nous. Ouais, on avait envie de partir, c'est sûr. On voulait se faire une rupture, une césure, qu'on revienne à des choses qu'on connaît ou non. Enfin, dans les faits, on savait qu'on reviendrait pas exactement sur nos carrières respectives, tu vois, et que tout ça occasionnerait pas mal de changements. Mais on voulait voyager et en même temps on voulait montrer qu'un autre voyage est possible. Je pense que c'était une des facettes finalement de l'écologie à l'intérieur de ce projet, tu vois. C'était d'avoir envie aussi de pousser à découvrir des choses plus proches et de montrer qu'elles sont pas forcément chiantes, qu'il y a des trucs de ouf à voir. Oui, c'est là, pas le lot à de côté consolation, hein, c'est clair. Quand côté on de voit chez dans vos nous. vidéos et dans votre livre, tu te dis, mais attends, on ignore vraiment des merveilles, quoi. Bien sûr. Il n'y a pas besoin d'aller dans le Colorado. Ouais. Et puis on a choisi de passer par des endroits justement qui étaient magnifiques, tu vois. C'est vrai qu'il y a pas mal de traversées continentales où les gens nous disent mais en fait on a traversé énormément de champs, de zones d'agriculture. Là en l'occurrence on en a vu très peu et d'un bout à l'autre de l'Europe on a réussi à surfer sur un truc
qui nous en a mis plein la vue tout le temps. Je pense que c'était vraiment intéressant pour nous d'arriver à offrir aux gens qui nous suivaient cette vision-là, leur montrer qu'en Europe, chez nous, on peut partir de façon plus éco-responsable, vivre des trucs de malade, et ça faisait une bonne base déjà. C'est génial hein, quand tu feuillettes, je veux dire, ce grand désert là en Espagne, mais il est formidable. Moi, maintenant, je rêve d'envie d'aller le voir. Vous êtes passé par beaucoup de réserves aussi. Non, les photos donnent vraiment envie, hein, ça c'est clair. Alors, votre livre est super bien fait. Bon, déjà, c'est très agréable à lire, hein. Mais donc, il y a toutes ces pages, on voit un petit peu ce que vous faites, des eaux turquoises, juste ici. Tu te dis, vraiment? Ici? Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est ces petites pages. Bon, ça va sortir en format audio, surtout, donc vous allez me les expliquer. Mais ces petites pages récapitulatives par pays, on peut vraiment vous suivre. Il y a l'itinéraire, il y a un QR code pour aller voir vos vidéos, il y a les chiffres clés, vos avis sur l'itinéraire, la qualité de l'accueil. C'est vraiment génial. Oui, on a parfois un petit peu de mal à décrire ce livre quand on nous demande, ok, est-ce que c'est un récit d'aventure, un livre de photos de voyage, un guide? C'est un petit peu tout à la fois. Je crois que hybride. C'est peut-être exactement, c'est un hybride et c'est peut-être l'avantage que quand on connaît pas le milieu, quand c'est notre premier livre, c'est que on se met pas vraiment de barrière parce qu'on connaît pas les codes et du coup on a vraiment fait ce qu'on avait en tête. On a eu la chance de travailler avec Glénat qui nous a laissé faire absolument ce qu'on voulait et du coup on est ravis du résultat. Et sur ces pages, les pages en bref dont tu parlais, effectivement, on a le petit aspect guide pour le coup, pas seulement parce que c'est quand même très lié à notre traversée, à notre avis et à notre expérience, mais avec une belle carte pour chacun des 16 pays que Neil a dessiné lui-même. Wow, ok. Des infos culturelles, des informations sur les sentiers de longue distance aussi dans chaque pays, notre avis sur l'hospitalité qu'on a rencontrée, sur la quantité d'informations qu'on peut trouver sur Internet, parce que traverser la France qui est pleine de GR et qui est beaucoup de ressources sur Internet, ou traverser l'Albanie, ça n'a absolument rien à voir. Et du coup, voilà, on évoque un petit peu tous ces points. Oui, c'est même un livre d'or parce qu'il y a plein de signatures là à l'intérieur. La première page, c'est super sympa. On a vraiment l'impression d'ouvrir votre carnet de voyage à vous. C'est très très chouette. On va parler d'ailleurs de toutes les rencontres évidemment. D'abord l'accueil des gens sur place, ça a été très très contrasté. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, un petit village d'Espagne où vous arrivez avec les volets qui claquent comme dans un western, qui se referment à votre passage. Tu dis vraiment à ce point-là? Et après, sinon, c'était porte ouverte. On vous sert à manger, on vous restez dormir. Vous pensiez rester un jour, vous en restez 3. C'est super. Et il y a eu quand même plus de portes ouvertes que de portes fermées, je pense. Ça dépend aussi de l'endroit. Mais c'est à vous qu'elle était. Ouais. Ouais, il y a eu beaucoup plus de portes ouvertes que de portes fermées, ça c'est sûr. Après, dans le livre, comme tu le vois, on raconte le meilleur comme le pire. On a essayé ni d'enjoliver, ni d'aggraver ou de tomber dans le sensationnalisme. Voilà, on a essayé de raconter vraiment comme ça s'est passé, même s'il a fallu faire des choix parce qu'on pouvait pas tout raconter. Oui, 2 ans quand même. Déjà comme ça, il est touffu, hein. Il m'a fallu le temps, mais je l'ai lu jusqu'au bout parce que j'aimais bien. Sinon, je l'aurais pas fait, évidemment. Ouais, et tu mentionnais d'ailleurs ce livre d'or. Ça, c'est un livre d'or de nos invités, de gens qui ont participé au voyage. On a eu 36 invités de 13 nationalités différentes. Des gens qui sont venus, certains qu'on connaissait, d'autres qu'on connaissait pas du tout, qu'on avait rencontrés via les réseaux sociaux et à qui on avait fait une place dans ce voyage parce qu'ils avaient fait le souhait de nous rejoindre. Ça a été aussi l'occasion d'amener
des points de vue un peu neufs sur ce voyage, tu vois, de profiter d'un regard frais sur tout ce qu'on était en train de faire, de partager, de faire des ponts entre des gens de pays différents, d'amener des Américains à traverser un morceau de Turquie alors que tous leurs voisins et leurs amis les mettaient en garde de la dangerosité de ces Turcs, tu vois, et eux de se rendre compte qu'ils ont jamais été aussi bien accueillis que là-bas, tu vois, et ça a été beaucoup d'échanges très sympas, quoi. Et puis évidemment, toutes ces rencontres qui ont été mitigées, mais comme tu le soulignes, il y a eu beaucoup plus de positifs que de négatifs. On se rend bien compte que ça tient pas à de la génétique, hein, ça tient à l'histoire du pays, ça tient à la médiatisation de certains faits, qui fait que dans des pays et dans des régions même plutôt que dans d'autres, les gens ont tendance à plus se méfier, à être un petit peu plus fermés, et dans d'autres à vraiment s'ouvrir. Parfois ça tient à pas grand chose, hein, mais ça a été très très intéressant de voir justement comment l'histoire de certains endroits avait pu mener à des climats un petit peu et des tensions. Et puis on a vu aussi que dans certains endroits ça tient aussi à des classes d'âge, tu vois, que des gens qui avaient vécu certaines choses dans leur histoire avaient plus tendance à se méfier, alors que une génération plus tard, ils étaient super ouverts. Bref, ça a été aussi un petit peu une expérience qui tient à l'ethno d'une certaine façon, tu vois, mais l'ethno qui se prend pas au sérieux. Et ça a été très intéressant tout ça. Et au-delà, je pense, de la culture du pays et de l'histoire et du moment même dans lequel on le traverse, tout bêtement, il y a aussi la météo, je pense, qui a pu avoir une influence très forte sur les rencontres qu'on faisait ou pas. Traverser un pays en été, quand tout le monde vit dehors, les rencontres se font sans même les chercher à les provoquer, sans même les chercher, parce qu'un regard se croise, juste parce que les gens sont là, Oui, de c'est bonne ça. humeur, parce qu'il fait beau. Ça n'a rien à voir avec traverser un pays en plein mois de janvier, quand il neige, qu'il fait froid, il y a du vent, les gens veulent pas sortir. Les villages de l'arrière-pays parfois sont désertés parce qu'ils sont essentiellement occupés l'été par des résidences secondaires, ce genre de choses. Donc on a essayé de garder en tête tout au long du voyage que l'expérience qu'on vivait à ce moment-là, elle était tout à fait partiale et conditionnelle, et c'est pas parce que on traversait tel pays en hiver et que les gens on faisait pas de rencontres ou beaucoup moins que ceux qu'on traversait en été que les gens étaient moins sympas. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé cette notion où vous disiez, non, on n'a pas traversé l'Europe, on a traversé une fine ligne à un certain instant T, et c'est tout. On ne sait pas ce qui se passait à 5 kilomètres à gauche ou à droite, et on a rencontré les gens qu'on a rencontrés ou pas, mais donc c'est une expérience effectivement excessivement partielle. Puis toutes ces histoires de lignes, vous reparlez aussi des lignes des frontières, quand on passait du Portugal à l'Espagne, des choses comme ça, on se dit, c'est tellement artificiel. C'est vrai que la perspective que vous donnez des frontières, des pays, les clichés que vous renversez dans ce livre, c'est très chouette. On a entendu tout et son contraire avant de partir, surtout voilà, eux ils sont comme ça, eux ils sont comme ça, et puis sur place ces autres qui disaient que les voisins étaient comme ça, et finalement les gens entre guillemets comme ça négatifs, vous les avez jamais rencontrés. C'est sûr que du début à la fin, s'il y a bien un gros lien en Europe, et je pense dans le monde, hein, parce que à mon avis c'est très humain, c'est la méfiance qu'on peut avoir de l'autre, de l'étranger, de tout ce qu'on connaît pas, que ce soit d'ailleurs des gens ou des concepts, hein. Dès qu'on est étranger à un concept, on a du mal à s'y faire, il faut qu'on y soit amené petit à petit. Je pense que c'est pareil pour les gens. On a toujours tendance à percevoir son voisin qu'on connaît pas vraiment comme étant différent déjà, alors qu'il est souvent, il a souvent beaucoup de points communs. Et puis du début à la fin, c'est ça, on a entendu des gens qui nous demandaient où est-ce qu'on allait ensuite, avant de nous expliquer qu'on serait beaucoup moins bien accueillis là-bas, qu'on mangerait moins bien, que les gens seraient pas pareils. Et puis on arrivait dans cet endroit où on se faisait accueillir à bras ouverts avec des gens qui nous nourrissaient très bien, qui nous logeaient très bien et qui nous disaient d'un air un peu méfiant, vous allez voir là où vous allez après, ce sera pas pareil, quoi. Et ça a vraiment été le cas du
Portugal jusqu'à la Turquie, et ça fait sourire pas mal de grands voyageurs qui nous disent que sur les mots qu'on a mis là-dessus, ils retrouvent énormément de leur propre voyage, parce que je pense que c'est quelque chose, hélas, qui se fait énormément et qui met des barrières. Et c'est aussi là que les deux pas finalement ont de l'intérêt, parce qu'arriver à casser cet a priori, c'est le premier pas pour rencontrer l'autre, et ça demande un effort, un vrai effort, quoi. Et dans un voyage, on a vite fait de perdre la flamme qui nous emmène à aller creuser comme ça et à garder cette curiosité envers tous ces gens qu'on rencontre. Il faut un petit peu se forcer, puis on se force les 10 premières minutes, et tout ce qui en découle, c'est de l'or, quoi. C'est l'heure aussi que tu nous dis. Justement, j'ai pas encore détaillé l'itinéraire, moi je le connais donc j'y pense pas, mais pour ceux qui nous écoutent, votre itinéraire exact c'était quoi? Vous l'avez choisi comment et vous avez traversé quel pays? Alors, on est parti du sud du Portugal, un endroit qui s'appelle le Cap Saint-Vincent, le Cabo de São Vicente, qui est géographiquement et du coup symboliquement un peu pour nous la pointe extrême sud-ouest de l'Europe. Et on est arrivé 2 ans et 1 mois plus tard à Istanbul en Turquie. Autre point très symbolique, déjà géographiquement parce que c'est vraiment la fin de la plaque européenne côté sud-est, et symboliquement parce que dans l'histoire de cette ville, ça a été un carrefour d'influences, d'occupations diverses qui symbolise un petit peu l'histoire de l'Europe à mon sens. On a traversé 16 pays, donc dans l'ordre, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, la Suisse, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, le Kosovo, la Macédoine du Nord, l'Albanie, la Grèce, la Serbie, la Bulgarie et enfin la Turquie. On a tracé cet itinéraire pour parcourir un maximum de massifs montagneux. Tu veux peut-être en parler ? Dans l'idée que c'est là qu'on allait trouver le plus de villages. Je pense que on le voit avec partout en France, on entend que les Parisiens sont insupportables, que personne se dit bonjour, que personne se regarde. On est 10 millions dans cette capitale, et je pense que dans toutes les grandes villes du monde, l'anonymat c'est le maître mot, que dans un village de 50 habitants, en revanche, tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour, tout le monde connaît les potins de tout le monde, et en ça, c'est peut-être dans les plus petits villages qu'on allait faire le plus de rencontres, même s'il n'y a pas grand monde. Donc tous ces petits villages qui sont bien dans leur jus, souvent préservés en montagne, ça représentait pour nous une bonne chance de faire toutes ces rencontres qu'on avait envie de faire, tout en conjuguant la possibilité de passer par des sentiers préservés, des endroits un petit peu sauvages, avec une faune et une flore encore aussi très préservées. C'est vrai que partout où c'est simple de le faire, où c'est plat, l'homme y a mis ses mains pour tout transformer, pour y amener l'agriculture, pour exploiter le bois, pour exploiter tout ce qu'il pouvait exploiter. Et en ça, c'est vraiment en montagne où c'est certainement un peu plus difficile, et où ça demande plus de moyens, en tout cas, d'exploiter les terres qu'on a trouvé les endroits qu'on voulait explorer, quoi. C'est intéressant, tiens, ça comme je m'étais jamais fait la réflexion. Donc, on aurait besoin de bien plus de montagnes alors. C'est vrai que vous avez vraiment fait une Europe assez sauvage, entre les réserves naturelles, parfois qui méritent leur nom, parfois pas du tout. Oui, c'était très très surprenant ce parcours. J'ai appris énormément aussi à travers vous. Et donc, en parlant de voyages responsables et d'environnement préservé, vous avez aussi ce projet One Kilo for the Planet. Vous pouvez l'expliquer ? Ouais, bien sûr. Avant de partir, on a monté le projet One Kilo for the Planet. En traçant l'itinéraire dont on vient de parler, et en détaillant la façon dont on allait vivre ce voyage. La marche était évidemment un symbole fort, et on avait envie de faire ce voyage de façon sobre à tout point de vue, mais de manière écologique notamment, d'avoir une empreinte carbone la plus petite possible, voire d'en avoir une positive si c'était possible. Et c'est en ça qu'on a monté le projet One Kilo for the Planet, donc l'idée de faire fabriquer ces sacs
de collecte de déchets à partir de bouteilles plastiques recyclées qui nous ont permis de collecter les déchets pendant 2 ans. Donc je pense des tonnes de déchets ont été collectés depuis la création de ce projet. Alors qu'est-ce que ça voulait dire pour nous concrètement pendant le voyage? On avait nos sacs de déchets accrochés à la taille en permanence, prêts à ramasser tout ce qui se présenterait sur les sentiers qu'on traversait. C'était un moyen de laisser ces sentiers un petit peu plus propres, de faire un geste pour l'environnement et puis un geste pour ces pays qu'on traversait. On avait l'impression d'être hôte en fait dans ces pays, d'avoir été invité et on avait envie de pouvoir rendre l'appareil d'une certaine façon. Donc c'était un des symboles de ce voyage et en faisant fabriquer tous ces sacs, on en a fait fabriquer 1000 initialement avec des dons qu'on avait reçus dans notre association. On les donnait gratuitement, on les envoyait aussi par la poste à tous les gens qui en faisaient la demande, tous les gens qui voulaient faire partie un petit peu de ce mouvement. Alors il n'y a pas besoin d'un sac en particulier ni d'un logo pour ramasser les déchets, ça on en est pleinement conscient, mais on avait l'impression, et ça s'est confirmé après, que de créer une sorte de communauté de collecteurs de déchets et regrouper sous ce symbole et sous le nom de ce projet allait encourager des gens à le faire et donner l'impression à chacun qu'on est moins seul à le faire, que notre action peut-être a plus de portée vu qu'on est nombreux à le faire. Et voilà, c'est le projet One Kilo for the Planet qui a pas eu le même sens dans tous les pays qu'on a traversés. Il y a des endroits où les sentiers étaient relativement propres, où on trouvait juste un emballage plastique, un truc ou deux, et une fois qu'on les avait ramassés, l'endroit était nickel. Et du coup là, pour nous, le retour, disons, était quand même super positif. On avait l'impression d'avoir fait la différence. Alors qu'il y a des pays ou des endroits tout simplement, parce qu'il n'y a pas de pays à pointer du doigt plus que d'autres, mais des endroits où on ramassait nos déchets, on trouvait pas de poubelle pendant des jours, donc on gardait ces mêmes déchets avec nous dans nos sacs, malgré le poids de nos sacs. Et au bout de 3 jours, on se retrouvait dans une décharge à ciel ouvert au milieu d'une forêt, et on se disait vraiment que là, notre action n'avait eu aucun sens peut-être, et c'était un petit peu désespérant, mais dans ces endroits-là, on essayait de donner une autre portée à notre projet en montrant l'exemple, en essayant d'en parler, quelquefois quand la langue nous le permettait, en intervenant dans des écoles et voilà, en ayant plus un rôle d'exemple et d'échange que de vraiment de nettoyage des sentiers. C'est très chouette, et ce que tu dis sur la communauté, c'est très vrai. Je lisais un petit peu toutes les actions qui peuvent vraiment être porteuses, ce qu'ils pouvaient faire pour qu'on fait un changement de société, etc. La communauté, c'est le premier point, à ne pas être isolé, mais faire communauté. C'est pas pour rien que les dictatures, la première chose qu'elles font, c'est interdire les regroupements. Donc non, votre idée d'en faire une communauté, de fédérer autour de ça, c'est génial. C'est vraiment ce qu'il fallait faire. On avait déjà parlé un petit peu de la météo, des saisons, que ça peut tout impacter. Le début du parcours avait été assez difficile. Hein. Vous aviez pensé à renoncer en disant, oh là, donc on s'embarquait ou non? Ça a été. Il y a des moments où, comme ça, vous y pensez en disant, là, c'est trop. En tout cas, les premières heures ou les premiers jours, ça a été assez difficile. D'un seul coup, on se retrouve sur le sentier, et puis ce projet que t'as préparé pendant presque 1 an, non-stop, en y mettant une énergie folle, tu vois, tu te retrouves là et tu regardes devant, il y a un chemin, tu te dis qu'il y a 2 ans sur ce chemin, tu ne sais pas vraiment ce que ça va être, il y a du vent et forcément il y a beaucoup de questions que ça soulève déjà. Est-ce que j'ai pas fait une connerie? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps, de perdre 2 ans de ma vie? Comment est-ce que tout ça va se goupiller? Du coup, ça a été super flippant de se retrouver là au début, et puis cette première peur ont disparu assez vite, juste le temps d'oublier en fait les projections. Je pense que dans la vie de tous les jours, dans nos situations respectives des uns des autres, on a tous plein de projections futures, de pensées relatives au passé, et c'est de là que naît finalement toutes les questions existentielles qui mènent aussi à des petits downs, à des dépressions, à des choses comme ça. Et qu'en rando, comme en survie ou dans plein de moments où t'es purement dans l'instant présent parce que tu te soucies soit de ta sécurité, soit de ce que tu vas manger, où est-ce que tu vas dormir, t'as pas trop le temps pour ces questions, et du coup t'es vraiment dans le présent, tu vis ton truc et tu te sens bien dans le moment présent, quoi. C'est vrai que vous parlez de l'aspect physique, mais aussi psychologique de la marche. Donc oui, justement, un pas après l'autre, c'est cet instant présent, ça vous a plu? Ouais, complètement. Ça nous a plu, et en fait,
au-delà de nous plaire, au bout d'un moment, tu n'y penses même plus. T'es tellement préoccupé par des questions bassement logistiques ou de survie tout simplement, être sûr qu'on va dormir en sécurité, à l'abri, est-ce qu'on a pris assez d'eau, est-ce qu'on a assez à manger, enfin voilà, tout ça c'est ce qui nous occupait. Et puis mais oui, il y a eu des moments difficiles, des trucs qui potentiellement auraient pu nous faire arrêter et ne pas aller au bout du voyage. Il y a eu 2 hivers dehors, c'est quand même une drôle de vie. Ouais, j'ai des questions par rapport à ça, ouais. Alors, on dit parfois que le plus dur, c'est pas tant le froid que la chaleur. Enfin, tu vois, les traversées des canicules, etc. C'est vrai parce que t'es un peu impuissant face à la chaleur. Il n'empêche que garder le moral en hiver, quand les jours sont très courts, quand tu fais 5 kilomètres de toute ta journée de marche parce que t'es chargé, t'es dans la neige, en raquette, t'avances pas. C'est dur pour le moral. C'est dur pour le moral. Et pour en revenir à la question, on a aussi eu au Portugal nos premières expériences de météo difficile, tu vois, il y a tous les ajustements de matériel aussi. Je pense que c'est dans le premier mois qu'on a souffert le plus globalement physiquement. Marie, premier jour, elle se fait des ampoules directes, tu vois, sur le sentier. On était parti depuis à peine, je sais pas, 2 heures qu'il a fallu s'asseoir pour crever des ampoules et tout. Au début, on avait des bleus sur les hanches parce que les sacs nous pesaient vraiment. Ça a été assez difficile, tu vois, cet ajustement. Et puis une fois que le rodage est un peu fait, ton corps s'habitue petit à petit et ça va de plus en plus. Mais c'est vrai que le début a été difficile. Après, tu te dis... Il y a eu beaucoup de pluie et tout, ouais. Vous aviez été gâtés, là, pour le début, c'était vraiment le baptême, on a dit, on vous teste. Ah ouais, c'est clair. Mais un baptême en douceur en même temps, parce que bon, la pluie, c'est vrai que c'était compliqué, tu vois, il fallait gérer ce truc d'être mouillé, on avait l'électronique qu'on préservait en permanence, mais en même temps, on n'était jamais vraiment en péril. C'est pas très froid au Portugal, sauf les nuits, on était en février, donc pour resituer le truc, et les nuits étaient fraîches, mais du reste, ça allait, quoi. Et même si la pluie a été compliquée, c'était une première mise en garde pour nous montrer que les choses allaient pas forcément se passer comme on imaginait qu'elles se passeraient. Au Portugal, l'année d'avant, ils avaient eu très très peu de pluie, ce qui a occasionné beaucoup de feux, de départs de feu au printemps-été, qui ont détruit une grosse partie des forêts du Portugal. Et hélas, il y a énormément de forêts de chênes-lièges qui ont été remplacées par des forêts d'eucalyptus pour la culture du papier et des choses comme ça. Et l'eucalyptus, c'est un bois qui brûle extrêmement fort, qui est gavé d'essence, qui explose, qui disperse le feu un peu. Et du coup, c'est ce qu'on avait en tête, c'est ce qu'on a vu. On a traversé plein d'endroits brûlés aussi, qui nous ont montré que waouh, tu vois. Mais on s'attendait pas à prendre autant de pluie, c'est clair. Bon, les premières rencontres accueillantes n'en ont eu que plus de saveur. Absolument, d'autant que les Portugais sont délicieux. En tout cas, tu sens que c'est un peuple de voyageurs et puis ils ont immigré énormément pour le travail, ce qui fait que je pense qu'il y a un accueil de l'autre qu'on a eu du mal à retrouver dans la plupart des pays qu'on a traversés après. Des gens de tous les âges nous invitaient chez eux à dormir, nous faisaient une confiance totale, brute, directe, tu vois. Et il y avait ce truc très simple et c'était vraiment sympa de découvrir les Portugais parce qu'on sentait vraiment qu'ils prenaient du plaisir à nous montrer leur pays, qu'il y avait zéro appréhension et ça nous a fait du bien pour cette mise en jambe au début de nous faire accueillir comme ça. Oui, c'est ça. Donc, malgré la météo, finalement, c'est vraiment peut-être le bon pays. L'itinéraire se faisait comme ça, mais pour commencer, c'était une bonne mise en jambe. Ça doit être bizarre la première fois qu'on se fait accueillir comme ça par des étrangers. Ça doit commencer tout doucement à changer votre vision de l'humanité. Je suppose que vous êtes revenu de tout ce périple avec une toute autre vision des autres et de notre, on peut dire du monde, ce n'est qu'une partie du monde, mais quand même, quand on voyage aussi longtemps, vous êtes revenu avec, vous avez gardé quoi de tout ça?
Bah oui, ces premières rencontres ont été surprenantes, même si en préparant le voyage, en choisissant d'appeler notre projet Deux pas vers l'autre, évidemment on espérait que ces rencontres auraient lieu, que la générosité et l'hospitalité seraient là, mais même si on l'espérait, au départ elle a été difficile à accepter. On était gênés en fait, tout simplement, gênés de tant de bonté, tant de générosité. Dans certains pays, des gens nous donnaient tout ce qu'ils avaient, nous préparaient leur chambre pour qu'on dorme dans leur lit, sortaient aller cueillir au potager les plus beaux légumes qu'ils trouvaient pour nous préparer à dîner. Et c'est sûr qu'au début, c'était pas facile à accepter. On était un petit peu gênés, mal à l'aise. Et puis, petit à petit, on a appris à devenir des yes man, tu vois, à dire oui à tout ce qui se présentait parce que c'était pour ça qu'on faisait le voyage, c'était comme ça qu'on le voyait, en acceptant l'imprévu, l'inconnu, l'inattendu, en l'embrassant même, en acceptant d'arrêter notre journée de marche des fois à 10 ou 11 heures du matin parce que quelqu'un nous invitait chez lui et que on n'avait qu'une envie, c'était d'apprendre à le connaître et de voir ce qu'il avait envie de partager avec nous. Storylifique a une double mission, te donner des envies de nature, grandeur nature, et planter des arbres avec les oreilles. Quand tu soutiens Storylifique, tu me soutiens dans mon travail de création et tu aides la reforestation. Alors si tu crois en ce projet et que tu veux me soutenir activement, rendez-vous sur www.patreon.com/storylifique. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Et je te remercie d'avance, car si tout seul on va vite, ensemble on va loin. Ça, vous aviez eu un bel avertissement, je crois que c'est justement au Portugal, un des premiers vos accueils qui vous a dit faites pas la même connerie que nous on avait fait quand on avait fait de voyage, à accepter de changer vos plans pour vous ouvrir aux rencontres. Exactement, c'était la première semaine au Portugal. Michel, qu'on rencontre là-bas, qui nous invite à dormir et dîner chez elle en nous disant par contre c'est à 10 kilomètres. Et nous on était à pied, la nuit était déjà tombée, il était 18-19 heures, et on se dit en fait on peut pas. Si on veut y aller à pied, on est obligé de refuser cette invitation. Et là, elle nous explique, c'était donc une famille de Français installés au Portugal, que avec son mari et leur fille, ils avaient traversé l'Europe en vélo, avec des règles en tête, tu vois, un voyage, un projet déjà un petit peu fait dans leur tête, et qu'ils avaient voulu s'y tenir, et que parfois ils avaient des regrets de se dire en fait on s'était dit qu'aujourd'hui on faisait 70 kilomètres et si on les faisait pas on n'atteignait pas notre but, du coup on refusait des invitations ou des choses comme ça. Et voilà, ne faites pas cette erreur, acceptez ce qui se présente à vous. Moi je vous propose de vous emmener chez moi, certes en voiture, mais ça va rien changer à votre voyage de 2 ans, ça va pas vous avancer, vous reculer, ça va pas donner moins de valeur à ce que vous êtes en train de faire. Et au bout d'une semaine, voilà, on enfreignait déjà cette règle qu'on s'était dit de pas monter dans une voiture parce qu'en fait, évidemment, elle avait raison. Ça n'a rien changé à l'expérience, ça n'a rien changé à l'exploration. On choisit de le voir comme ça. Et Mais ça l'a enrichi. Exactement. Ah ouais, je trouve que c'était vraiment le bon message à avoir au bon moment. Un premier ange sur votre route. Et maintenant, quand vous avez des rencontres avec les gens, vous sentez que vous avez une démarche différente, une perception différente On n'a plus trop de rencontres avec les gens maintenant. Non, je plaisante, mais ouais, bien sûr, ça change tout. Enfin, en tout cas, on a appris à casser les a priori d'une certaine façon, à nous rendre compte que les rencontres aussi, elles tiennent énormément au mood dans lequel on est à un moment donné. Je pense que même au-delà de l'histoire commune, de la culture, de la météo, le premier point, c'est est-ce que t'es dans un bon mood aujourd'hui? Est-ce que le mec qui est en face de toi est dans un bon mood aujourd'hui? Ça, c'est la première des choses. Si toi, t'es dans un bon mood et carrément dans un assez bon mood pour le détendre un coup, tu vois, t'as de fortes chances que les choses se passent vraiment bien. Mais si tu trimbales au-dessus de ta tête un petit nuage gris de déprime et d'angoisse, tu vois, ou que t'es énervé, t'as beau te forcer, on va le sentir, tu vois, un peu comme les chiens. Je pense qu'on ressent la peur, qu'on ressent certains trucs qui sont pas forcément visibles, et ça conditionne beaucoup de choses, quoi.
Après, dans nos rencontres, ça n'a pas toujours été facile pendant le voyage d'arriver à nous forcer à faire les deux pas, tu vois, parce que on est bêtement humain et qu'il y a des moments où on avait nos petites humeurs ou qu'on n'était pas disposé à rencontrer des gens, parfois qu'il y en avait trop, tu vois. En Albanie, on rencontrait tellement de gens qu'au bout d'un moment, on avait envie de profiter de moments à nous aussi, tu vois. Il arrivait qu'on prenne des pioles dans des mini guest house et des trucs, histoire de pouvoir prendre 24 heures pour éditer nos vidéos, faire nos trucs qu'on pouvait pas faire ailleurs, tu vois. Et parfois, t'as les gens qui tiennent l'hôtel, qui viennent s'asseoir là pendant 3 heures sur ton lit, t'as à peine posé les sacs dans la chambre, qui sont avec toi, ils veulent que tu racontes tout, tu vois. Et toi, tu te dis, ok, bon, attends, lui, c'est la première fois qu'il me voit, il faut que je sois cool. Et en même temps, ça fait juste 1 an et demi déjà que t'es en train de raconter la même histoire. Tu te disais, je vais pouvoir profiter d'un petit moment off, poser mon sac, et là, boum, tu vois. Et il faut se souvenir de tout ça, faut arriver à prendre un petit peu de recul sur les états dans lesquels on se met et arriver aussi à comprendre que les gens vont le percevoir, tu vois. Donc il y a plein de moments où on a essayé de se forcer, il y a des moments où on n'y est pas arrivé, mais un maître mot du truc, ça a été de faire attention à ce qu'on dégageait et à l'état dans lequel on se mettait, histoire d'être dans les meilleures dispositions pour faire les meilleures rencontres, quoi. Ouais, c'est intéressant. Ça, je fais un peu le parallèle avec les pays, tous les clichés, etc. Tu dis, bon, vous avez traversé certains pays sous une certaine météo à un instant T et un chemin T, un chemin. Je sais pas comment on dit, un chemin C, voilà. Pourquoi pas, allez, ça peut se faire. Mais alors pour les gens, c'est un peu la même chose. On les croise à un instant de leur vie, on les voit sous un seul jour. Et c'est vrai que c'est un peu la même chose. C'est l'aspect très très partiel de notre perception. Et peut-être qu'effectivement, du coup, ça appelle à beaucoup plus d'ouverture. C'est un bon rappel, tiens, ce que vous faites ça. Je n'ai pas très bien formulé, je pense, là, le parallèle que je vois, mais ça me dit c'est vraiment la même chose, quoi. Si, c'est Oui, assez clair. c'était assez clair. Ok. Mais c'est sûr que il faut toujours se rappeler que quand tu rencontres quelqu'un qui est pas sympa, tu vois, et que tu te dis que c'est un con, faut te rappeler que c'est peut-être le pire jour de sa vie, tu vois, qui s'est peut-être passé des trucs terribles et qui font qu'aujourd'hui, non, il est pas disposé à être sympa. Et ça remet un peu le facteur sur son vélo parce que moi dans mes pires jours je suis pas forcément un mec très sympa non plus. Marie peut en témoigner. Ok, parlons de 2 ans en couple. Être tout le temps le référent de l'autre, pas vraiment avoir... Enfin oui, il y avait les rencontres pour avoir un petit peu d'air qui venait d'ailleurs, mais c'est quand même pas évident justement de pas pouvoir se mettre un peu en retrait quand on est un peu saoulé parce que ça arrive, il y a rien à faire et que non, il y a rien à faire, on marche ensemble, la tante, on sait pas claquer la porte. Ça se passe comment? C'est toute une gestion assez... Je pense qu'on va formuler 2 réponses différentes. Ouais, je sais pas, c'était l'enfer, quoi. C'était l'enfer. Non, pas que. Vas-y. Non, c'est pas facile, évidemment. On est très différents. Je pense que la première chose qui nous vient à l'idée, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles, quoi. Que c'est un peu, tu mets 2 personnes dans un shaker, tu secoues très fort, et ce qui sort, c'est jamais le même cocktail, tu vois. On a eu du bol, ça s'est bien passé, on aurait pu exploser en vol 3 fois, ça s'est pas fait, on a tenu le coup. Je pense que dans nos différences, il y avait une belle complémentarité. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense qu'on le dit dans le livre que on n'a pas juste été un couple pendant ce voyage, on a été une équipe pour le meilleur et pour le pire. Pour le coup, on a été des collègues de travail, des amis, des compagnons de rando, des compagnons de cordée parfois, où tu remets ta vie littéralement dans les mains de l'autre. Et du coup, voilà, pour moi, c'est pas que le couple, c'est vraiment tout ça qu'il faut prendre en compte parce que c'était pas juste une histoire d'amour, quoi. C'était aussi tout le reste, quoi, tout le boulot, parce que ça a été du boulot. Neil en parlait. Et pour le coup, quand on s'engueule, quand on est fâché avec l'autre, il y a pas beaucoup d'échappatoire. La tente, comme tu disais, c'est même pas une pièce, quoi. C'est la taille de 2 êtres humains, donc le mieux que tu puisses faire, c'est tourner le dos. Ou quand on est en train de marcher, laisser un peu de distance, laisser un peu d'espace. Et voilà, au bout d'un moment,
on arrive à se raisonner, à prendre le recul, de se dire ok, moi aussi j'ai été con, j'étais tellement fatiguée, slash stressée, angoissée, voilà, tout ce qui peut arriver en fait à n'importe qui et dans n'importe quel couple. Enfin, tu vois, je pense que tous les couples répondent à ce truc un peu cyclique de ça va moins bien, je l'aime à la folie, je le déteste. Enfin voilà. C'est clair. D'autant que le projet a été vraiment extrêmement dense. On parle d'heures par semaine. En fait, c'était un peu des heures par jour de boulot, de 2 heures par jour partage, de de boulot, plus ou moins? communication. Wow, Oui. ouais, Facile, facile, oui, quoi. facile, hein, je veux dire. Facile parce qu'il y a des jours, où on ne faisait que ça, où on s'arrêtait littéralement pour bosser, tu vois. Quand on prenait une petite piole, on se foutait que le lit soit une paillasse. Tout ce qu'on voulait, c'était un bureau et 2 chaises Et de pour l'internet. profiter de tout le moment, et de l'internet, pour profiter de tout le moment qu'on avait là-bas pour bosser à fond avant de repartir. Et ensuite, à côté de ça, nous, quand on était dans la tente, c'était aussi, on bossait avec nos téléphones, on faisait attention d'avoir du réseau. Ça a été super exigeant et en même temps on avait envie de le faire bien. Et il y a des gens qui nous ont dit mais vous avez pas pété un plomb de devoir bosser comme des chiens comme ça du début à la fin. Est-ce que vous vous êtes pas senti un peu dépossédé de votre propre voyage? Et je pense que notre propre voyage, il était aussi dans tout ce partage, dans ce truc un peu exigeant, d'arriver à montrer que c'est possible et que ça n'avait rien à voir avec un truc qu'on faisait pour nous dans notre coin. Ça, on s'est pas senti voler. On a vécu le truc qu'on a vécu, qui était très très dense, plus dense certainement même que nos vies professionnelles avant, qui nous avaient fait fuir. Tu vois, on était soit en train de marcher, de tracer des trucs sur la carte, soit à donf dans nos rencontres avec l'envie religieuse d'être à 100% dans ces rencontres avec les gens, tu vois, et de donner de nous-mêmes, soit en train de bosser, mais il n'y avait pas de moment off, quoi. Il n'y avait pas de samedi, de dimanche, de quoi que ce soit, quoi. Vous avez aussi trouvé un fil rouge en Europe, c'est les distilleries. Ça vous a valu quelques cuites d'ailleurs. Ça, ouais. Ouais. On le dit pas toujours comme ça, mais c'est vrai qu'un des fils rouges de cette traversée de l'Europe, ça a été l'agnole qu'on nous a offert aux 4 coins du continent. Dans les campagnes, on trouvait toujours ce même alambic qui avait la même tête en cuivre, tu vois, avec les tuyaux qui partent dans tous les sens. Parce que si en France c'est devenu rare, parfois interdit de faire le bouilleur de cru au fond de son jardin avec ses propres fruits, il y a encore pas mal de pays où c'est la norme, où quand on a récolté ses fruits, ensuite on les préserve et avec ce qui reste, on fait l'agnole qui s'appelle d'un nom différent dans chaque pays, mais qui littéralement est faite de la même façon avec globalement les mêmes fruits et un peu comme ces gens qui nous tapaient dans le dos en nous disant les gens seront moins sympas dans le pays d'après ou dans le village d'après. Et ben là, les gens nous disaient goûte ça, il y a qui c'est qu'on sait faire ça. C'est vraiment typique, local, ça n'a rien à voir avec ce que tu goûteras plus tard. Et alors oui, on goûtait des trucs un peu différents, mais globalement, c'était de la prune, c'était de la pomme, c'était... Et ouais, quelques cuites un peu partout, avec un petit accent quand même dans les Balkans. Déjà parce que c'était l'hiver et que je pense on était plus enclin à se réchauffer avec un petit verre. Et puis parce que la socialisation passe aussi par ça, je pense. Oui, mais oui. Se paye un coup, oui, que c'est clair. Et aussi par les échanges culinaires. Alors, plutôt l'oignon cru de Slovénie ou le kajmak des Balkans? Compliqué. Alors là, c'est vrai qu'on en a vu de toutes les couleurs, autant du lait de brebis fraîchement pressé avec ses mouches, pressé. Oui, on se comprend. Très. Ou la viande d'agneau séchée, la viande de mouton séchée, tu vois, des trucs lourds, tu vois. Bah, ça faisait partie de l'expérience, quoi. En tout cas, c'était intéressant aussi de se rendre compte que, au-delà de, il y avait des spécialités, évidemment. Et puis au-delà de ces spécialités, il y avait des façons de faire qu'on a retrouvées un peu du début à la fin du voyage,
C'est vrai que l'agnole, par exemple, tout le monde nous disait ça, tu vas voir, c'est très spécial, c'est d'ici, hein. Il y a qu'ici qu'on fait ça, tu vois. Et puis en fait, on avait du mal à distinguer l'agnole espagnole de l'agnole monténégrine, tu vois, parce que il s'agit juste de la variété de pommes et de la petite spécificité que le bouilleur allait avoir dans la façon de faire le truc, mais qui serait différente de toute façon de celle de son voisin, tu vois. Oui. Et c'était pareil pour des spécialités, de la nourriture. La façon de préserver les légumes l'hiver en saumure qu'on a retrouvé d'un bout à l'autre du continent, tu vois, et tu te dis qu'il y a cette mondialisation, mais que c'est sympa aussi de se rappeler que ça s'est pas fait là comme ça avec l'arrivée de l'internet et de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, que déjà il y a 2 siècles les gens avaient dans leur façon de vivre des choses très similaires. On découvrait des outils agricoles anciens qui étaient les mêmes d'un bout à l'autre, la façon de garder les troupeaux avec des petits prés bordés de murs en pierre sèche qui se retrouvaient d'un bout à l'autre. Tu vois, il y a plein de choses qui se retrouvaient d'un bout à l'autre du continent qui nous ont fait dire que on partageait énormément dans la culture, dans la façon de vivre. Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir que un village de pêcheurs au Portugal et en Turquie avait plus en commun qu'un village de montagne et de pêcheurs dans le même pays, tu vois, dans les façons de vivre, dans la façon d'appréhender le quotidien. Et tout ça, ça rappelle que la géographie, tu vois, et des choses très terre à terre, le climat, la géographie définit énormément les modes de vie, parfois plus même que la culture du pays. Exactement, que ses frontières. Et je pense que découvrir les choses à pied, ça nous permettait de voir ce petit dégradé de culture en passant d'un pays où on passe d'un endroit à un autre, et puis les gens se mettent à parler un dialecte un peu différent, et puis un vrai mix des deux, puis hop, on arrive dans l'autre pays, et la transition se fait en douceur. La culture a parfois énormément en commun, et puis on continue, et c'est pareil à la frontière d'après. Et ça, c'est assez magique quand tu voyages à pied. Clairement. J'avais aussi beaucoup aimé quand vous parliez, que vous aviez commencé à croiser vers la fin du voyage des gens qui fuyaient leur pays, enfin qui s'expatriaient. Toi, mais d'ailleurs, Neil, à un moment, tu as commencé à être perçu non plus comme un aventurier, mais comme un immigrant clandestin. Ça doit être particulier quand même, hein, quand on passe de statut de Parisien aventurier à migrant indésiré tout à coup, perçu comme tel. En tout cas, ça doit être un gros choc dans la tête, non? Enfin, ça doit ouvrir plein de portes de pensée, non? C'est sûr qu'à Paris, il n'y a pas vraiment le problème, parce que dans toutes ces villes géantes, il y a un tel brassage qui fait que la couleur des migrants, ici, quand on prend le métro, on en voit tous les jours plus qu'on peut en compter. On fait même pas attention à qui est migrant, qui ne l'est pas. Dans d'autres endroits, même en France, c'est pas comme ça partout, quoi. Et du coup, la perception des uns des autres, c'est sûr que, on le voit, il y a plein d'endroits en France qui sont extrême droite et dans lesquels il n'y a pas un étranger, tu vois. Je pense que c'est aussi, ça rejoint la première question qu'on a eue avec ce podcast, c'est la perception de ce qu'on connaît pas, la perception de l'autre quand on n'a jamais eu affaire à lui, et qu'on l'a simplement vu dans les médias, qu'on écoute un peu les trucs sensationnalistes qui sont pas forcément les plus flatteurs. Et du coup, il y a eu quelques appréhensions, quelques rencontres. Elles sortent pas de nulle part parce que j'ai une couleur de peau qui inspirait ça aux gens, et ça me donne une place toute privilégiée pour en parler, pour le découvrir, pour voir que c'est toujours d'actualité, et qu'en même temps, le but de projets comme celui-ci, c'est d'arriver à casser ces appréhensions de l'autre, quoi. Et je pense que du début à la fin, il y a eu des gens pour me regarder 3-4 fois en me demandant avec insistance: mais d'où tu viens, toi? Oui, ok, t'es né à Paris, d'accord, mais d'où tu viens, tu vois, Vraiment, quoi.
Et bah voilà, c'est intéressant quoi. Dans tous les pays, ça a pas eu le même impact. Je pense qu'il y a des endroits dans lesquels les gens de couleur sont tout simplement rares. Et tu vois, je dis les gens de couleur, mais je suis pas vraiment de couleur non plus. Enfin, tout ça, c'est très subjectif, quoi. Ça dépend des uns des autres. Mais il y a des endroits dans lesquels on nous demandait si on était taliban, dans lesquels on nous envoyait la police pour venir contrôler nos passeports. Et quand ils tombaient sur un visa du Maroc de vacances d'il y a 2 ans, tout d'un coup, c'était les photos sous tous les angles du visa et tout, et appel au central, et est-ce qu'on n'a pas un terroriste sous le bras, tu vois. Bah voilà, c'est le jeu, et c'est aussi pour ça que parler de tout ça, c'est important, que de rencontrer les gens, c'est important, que de leur montrer que, en fait, bah non, tu vois, tout se passe bien, c'est super cool, et puis qu'avec les migrants, d'ailleurs, ça peut aussi très bien se passer. Nous, on a rencontré des tas de migrants qui étaient archi sympas, qui avaient parfois étudié plus que moi, et j'étais ravi de les rencontrer, de voir qu'ils parlent 3 langues, que c'est parfois des gens très brillants, parfois ils sont pas brillants, mais ils sont très sympas, alors c'est tout aussi cool de les rencontrer, tu vois. Mais dans tous les cas, ça a été un gros sujet du début à la fin. On faisait un peu une route opposée de migration. On rencontrait des gens qui nous disaient, bah tu vois, moi ta route là, j'essaye de la faire, mais dans l'autre sens, quoi. Et avec beaucoup moins de succès, parce que si nous on s'amusait parfois, et je dis on s'amusait parce on prenait du plaisir à le faire avec nos passeports français et de montrer la bêtise qu'il y a derrière. On passait des frontières sans passer par les postes frontières, par la montagne, et puis en se faisant contrôler après, on avait beau ne pas avoir le tampon et le visa, on était sorti de l'Union européenne, les gens regardaient notre passeport, oh, ça va, c'est des Français, laissez tomber quoi. Et puis si t'es tunisien, marocain, syrien, tu viens du Bangladesh, tu montres ton passeport et ça se passe pas du tout pareil, tu vois. Et ça montre l'hérésie de tout ça. Pourtant, c'est que des gens comme nous qui allaient traverser la plupart de ces pays sans s'y arrêter, mais ça se passe moins bien, c'est sûr. J'avais trouvé ça marrant aussi de voir votre voyage qui s'est perçu de manière tellement différente partout. Des aventuriers qui font un truc très cool. Et puis à d'autres endroits, vous étiez vu, c'est le luxe suprême quand vous arrivez vers les Balkans en disant voilà, parce que perçu d'un autre angle, qui n'est pas faux non plus d'ailleurs. C'est étonnant quand même. Hein. C'est logique, mais à la fois y être confronté, ça doit faire réfléchir, non? Oui, complètement. C'est sûr que il y a des pays où on était considérés comme des aventuriers, des fous de s'être lancés dans une telle aventure. Des endroits comme quand on a traversé les Alpes, où d'un coup, 2 marcheurs avec un sac à dos, on était juste comme tout le monde. On était en plein été en plus, donc on était juste des touristes à ce moment-là. Ok, des tourismes du dehors, de sport, mais des touristes malgré tout. Et puis, quand on est arrivé plutôt du côté de l'ex-Yougoslavie et de plus à l'est, quoi, on était des gens qui avaient le loisir de partir 2 ans, qui avaient les moyens d'interrompre leur vie professionnelle, d'arrêter de travailler, de faire ça. Et puis voilà, à d'autres moments où on était potentiellement juste des étrangers, voilà, qui étaient pas forcément les bienvenus. C'était pas souvent et c'était pas longtemps parfois dans l'esprit des gens, mais voilà, selon l'environnement, selon le vécu des gens, voilà, ils se situaient très différemment par rapport à nous et par rapport à cette aventure. Ouais. Et puis on était des Français, donc pour plein de gens, ça voulait dire oh là là, gros pouvoir d'achat, tu vois. Ouais. En France, enfin, tu vis à Paris, tu touches un salaire, tu touches le SMIC, t'as du mal à survivre. Et en Bosnie, à 30 ans, ils nous expliquaient que si t'étais pas propriétaire de ta maison ou que tu l'avais pas fait construire, t'avais un peu loupé ta vie, tu vois. Moi, je connais plein de gens qui, à 60, seraient très très heureux un jour de s'offrir le luxe d'avoir une maison qu'ils possèdent et qui n'y arrivent pas. Et c'était intéressant de voir aussi que toute cette perception du pouvoir d'achat, c'est extrêmement relatif, quoi, parce que ça dépend vraiment de la façon avec laquelle on vit à l'intérieur du pays. C'est vrai que quand on sort avec une monnaie plus faible, on peut vite se heurter à des différences de coûts, ce dont on a fait l'expérience, nous, en Suisse, par exemple, où on s'est vraiment aperçu que ça allait être difficile de tenir notre budget, parce que, ouais, on n'en a pas parlé encore, mais on essayait de vivre avec 10 € par jour et par personne.
c'est quelque chose qu'on nivelait, hein, grosso modo, sur le voyage, et on serait pas capable de dire si on l'a vraiment respecté ou pas, parce qu'on s'est arrêté de faire la compta, on avait trop de trucs à faire, tu vois. Mais en tout cas, on a essayé de vivre modestement et de respecter ça au mieux qu'on pouvait du début à la fin. Ouais. Le fait est qu'en Suisse, où t'as pas le droit de camper et où la nuit en refuge te coûte 80 €, c'est pas facile de respecter ton petit budget, Ça, tu c'est vois. clair. Est-ce que vous avez rencontré des chevaux sauvages ? Oui, on a rencontré des chevaux sauvages et notamment en Bosnie-Herzégovine, dans un endroit dans les montagnes qui s'appelle le plateau de Krug et où il y a à peu près 500 chevaux sauvages qui vivent en complète liberté. Est-ce que vous avez rencontré de nombreux dangers ? Des dangers pendant le voyage, on en a un peu rencontré partout. Évidemment, il y a tous les dangers liés au terrain, parce qu'en montagne, il faut faire très attention où on met les pieds. Sur ces petits chemins rocailleux, le danger n'est jamais très loin. Il y a des dangers qui étaient liés à la météo, évidemment. Parce qu'en été, il fait extrêmement chaud, ça nécessite de se protéger du soleil, de faire très attention à sa température, et évidemment, de boire beaucoup. Et puis les dangers, c'est aussi les animaux. Sur ce genre de périple, on sait qu'on avance en terrain sauvage. Parfois, on se réveillait le matin et autour de la tente, il y avait des traces d'ours partout. On a vu des traces de loups. Mais le plus dangereux, avec Marie, on pense que c'est les petits animaux. Tous ces petits animaux qui véhiculent des maladies comme les moustiques, les tiques, parfois même les araignées. En gros, sur un voyage comme ça, le danger, il est un petit peu partout et c'est à nous de faire attention, d'en rester assez éloignés. Voilà. J'ai beaucoup aimé quand vous aviez écrit que moins on a, plus on donne. C'est ce que vous avez beaucoup rencontré. Et moi, j'en ai déjà souvent fait l'expérience aussi. Qu'en général, les personnes les plus généreuses, c'est celles qui ont rien. Bah ouais, on n'aime pas faire des généralités, évidemment, mais c'est sûr que de notre expérience, en tout cas de celle qu'on a faite sur ce voyage, la générosité a été le plus souvent rencontrée avec des gens qui n'avaient pas grand-chose à perdre. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons qui sont liées à ça. La première, c'est certainement qu'il y a moins de méfiance. En tout cas, les gens ont peut-être moins l'impression qu'on va leur voler quelque chose. Eux aussi, ils connaissent parfois la galère, le besoin. Ils sont peut-être un tout petit peu plus ouverts à la solidarité, à ce genre de choses. Et la deuxième, je pense, c'est que quand t'as rien, offrir, c'est posséder. Que ce moment de partage qui s'offre en accueillant des gens, c'est quelque chose qu'ils prennent pour eux, qui leur coûte pas cher, mais qui est générateur de plein de satisfaction et que ça, pour eux, ça vaut de l'or. C'est l'impression que ça fait, que ce moment, ils l'attrapent, ils le possèdent avec nous et que ça en fait toute sa beauté, quoi. Un bien immatériel, des souvenirs, des rencontres. C'est ça. Ouais. Et vous la voyez comment, l'Europe, à présent? Quand on vous dit Europe, ça vous dit quelque chose ou... Bah, c'est vrai que quand on dit Europe, ce qui vient beaucoup à l'esprit des gens, je pense, c'est l'Union européenne. Et pour nous, c'est pas ça. Enfin, pour nous, l'Union européenne, c'est l'Union européenne, un ensemble de lois, d'échanges économiques, plein de choses. Mais l'Europe, c'est un continent. C'est un continent dans sa dimension géographique, mais aussi dans sa dimension culturelle. Et nous, c'est plutôt du coup la deuxième qu'on a eu envie d'explorer et qu'on a en tête maintenant. Que ok, il y a des pays qui sont pas dans l'Union européenne, mais qui ont leur part dans l'histoire de notre continent et du coup dans notre histoire à nous aussi. Et comment on la voit, je pense avec déjà on la connaît beaucoup mieux évidemment, mais on la voit avec beaucoup plus d'unité que ce qu'on avait en tête avant de partir. On évoquait tout à l'heure les ressemblances qu'il peut y avoir entre deux pays, entre deux types de terrains, deux villages de montagne, etc. Et c'est vrai que d'un bout à l'autre du continent, on a retrouvé beaucoup de similitudes, beaucoup de réactions similaires par rapport à des situations identiques, de cultures en commun, malgré parfois des religions différentes. Et ouais, dans l'Europe qu'on a traversée, par exemple, il y a des pays musulmans. Il y a l'Albanie, il y a une partie de la Bosnie, et ces pays, ils sont pas dans l'Union européenne. On a l'impression que l'Union européenne, c'est une union de pays, de gens blancs, chrétiens, qui partagent ce même socle de valeurs et d'histoire. Mais non, pour nous, c'est beaucoup plus large que ça.
On va parler un peu outdoor, puisque c'est un podcast outdoor ici. Et vous avez vécu des choses vraiment géniales, traverser des parcs nationaux absolument magnifiques, passer 3 jours sans voir personne dans la neige. Je sais plus si c'était en Bosnie ou c'était quelque part C'est par là. arrivé plusieurs fois qu'on passe plus de 3 jours sans voir qui que ce soit, c'est sûr. Ça avait beaucoup d'importance. C'est vrai qu'à la base, nous, on était des marcheurs et on voulait pas que faire une étude socio-économico-ethno, mais aussi une aventure de malade, quoi. Vos moments préférés, toi, Marie, tes moments préférés, quelle a été l'aventure, l'expérience outdoor qui t'a le plus plu? Oui, il y a plusieurs moments très forts, et alors il y en a un qui me vient tout de suite en tête pour une raison un peu spéciale, c'est que on a traversé les Alpes pendant 4 mois, essentiellement en Italie, un petit peu en Suisse, et puis le début en France jusqu'en Slovénie, et ça a sûrement été la section la plus difficile physiquement du voyage. Et du coup, c'est pas ça le meilleur moment, c'est le jour où on a traversé le dernier col des Alpes dans des conditions un petit peu difficiles parce que voilà, notre planning avait un tout petit peu glissé. Enfin, le planning qu'on avait imaginé, pas tellement celui qu'on s'était donné, avait un petit peu glissé dans le temps. On savait qu'on devait traverser les Alpes avant l'hiver, et on est sorti des Alpes pendant les premiers jours de novembre, et il avait déjà beaucoup neigé dans les quelques jours juste avant. Donc des conditions difficiles pour finir 4 mois éprouvants, mais à l'instant où on est arrivé enfin sur ce col, qui en plus est un col frontière entre l'Italie et la Slovénie, donc un joli symbole en plus, ça a été un grand moment de soulagement déjà, mais de fierté aussi pour ce qu'on venait d'accomplir. Ouais, clairement. Et physiquement, comme ça, de dormir dans ce froid et tout ça, vous avez senti des adaptations? Qu'est-ce que votre corps vous a raconté, là? Je pense qu'on s'y fait. En effet, on a beau essayer de se préparer à plein de choses en trouvant des substituts. Les substituts, on le voit, c'est jamais le real deal, tu vois. Que ce soit du sucre ou du froid, c'est pareil. Et le fait est que quand on s'est retrouvé dans le froid, petit à petit, est-ce qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on s'adaptait? Non, parce qu'il y a plein de trucs qui ont été extrêmement progressifs. Pour autant, on est persuadé que si on s'était fait catapulter comme ça dans le grand froid, tous les deux au sortir de Paris, ça se serait pas passé aussi bien, tu vois. Après, en même temps, je pense que cette capacité d'adaptation est beaucoup plus rapide qu'on imagine, que ce soit pour la marche comme pour le froid. On pense que c'est un truc qui va prendre des semaines et des semaines, et en fait le corps commence à s'habituer dès le premier jour, et le lendemain est un tout petit peu plus résilient déjà, et au final au bout d'une semaine on est déjà quand même vraiment plus en mesure de tenir des conditions difficiles. Ça prend pas des années, quoi. C'est comme le piment, tu vois. Il y a des gens tu manges pimenté, très pimenté pendant une semaine. Le premier jour n'a rien à voir avec le dernier. Pourtant, ça a pas duré très longtemps. Et en ça, on aime bien dire que c'est accessible, quoi. Il y a plein de gens qui pensent que c'est complètement hors de portée. Et c'est sûr que bon, partir 2 mois, 1 mois, c'est pas toujours facile dans la vie pour un tas de raisons. Mais déjà sur une semaine, on voit des différences énormes. C'est vrai que nous, on en a chié vraiment au début au Portugal avec nos sacs qui étaient particulièrement lourds et tout. Mais c'est que si on est des ultra-lighters, donc faut comprendre marcheurs ultra légers qui aiment partir avec le minimum du minimum et avoir de l'équipement toujours un peu dernier cri dans le minimalisme, ce qui est un peu antinomique. En même temps, on avait de l'équipement de production vidéo, on avait chacun un ordinateur, soit-il léger, on avait un drone, des caméras, plein de trucs qui faisaient que nos sacs étaient au final pas si légers que ça, tu vois. Ouais, tout à fait. Mais si on part en montagne aujourd'hui, l'un comme l'autre, en été, je pense qu'on se fait un sac de 6-7 kilos qui est très très supportable, et que très vite on s'habitue au froid, donc tout ça rend les choses un peu accessibles, quoi.
Sentiment de liberté. C'est clair, moins on en a, mieux on se porte, et je pense que c'est pareil dans la vie. Enfin, plein de gens qui se séparent de leurs biens réalisent que moins ils possèdent et plus ils se sentent libres, libres de déménager, de bouger, de faire ce qu'ils veulent. Là où plus on en a, même si c'est sympa de posséder sur le moment, c'est que des boulets qui rendent notre évolution plus compliquée, quoi. Ah ouais, ça j'en suis absolument persuadée. Un objet indispensable. Attends, non, je t'ai pas demandé, c'était quoi ton meilleur moment à toi, pardon? Moi, c'était le pendant, Des c'était voyages. avant l'arrivée au dernier col, tu vois. C'était tous ces moments où c'était vraiment très difficile, où c'était, enfin, le meilleur moment outdoor, hein. Je pense que j'aime bien Ouais. souffrir dans le sport d'une certaine façon. J'aime bien ce moment où je suis sur ma limite et tout, et Oui, je vois que Marie, une fois, enfin, j'avais lu que Marie était plus que contente de te laisser aller une fois avec un de vos invités, grimper encore un sommet pendant qu'elle restait un peu peinard au refuge. et du reste, il y a plein d'endroits qui nous ont marqués aussi pour plein de raisons, l'un et l'autre, quoi, et qu'on retrouve tous, je pense, dans le livre, mais que ce soit le désert des Bardenas, le glacier d'Aletsch, les formations rocheuses de Belograd Chik en Bulgarie, et des dizaines et des dizaines d'autres qui vraiment étaient si particuliers et visibles comme ça que à pied, quoi. Tellement d'endroits que tu peux approcher qu'après avoir un peu crapahuté ou être passé par des petits chemins de sangliers, tu vois, dans lesquels tu passes pas avec un vélo, qu'on a pris la mesure de toute la liberté qu'on avait en faisant ce voyage à pied, et que ça reste, même si c'est un petit peu lent parfois sur certaines portions, ça reste un moyen vraiment privilégié de découvrir le monde, quoi. Ouais. Non, carrément, mais moi, ça va devenir un de mes guides de voyage, hein, votre itinéraire. J'ai plein de croix en me disant là, je vais aller. Ça donne vraiment envie, et c'est vrai qu'il faut pas aller au bout du monde. Ça reste exotique parce qu'il y a pas beaucoup de touristes à plein d'endroits où vous avez été. C'était le but d'ailleurs. C'est vraiment à découvrir. Un objet indispensable dans votre aventure. Qu'est-ce qui vous a été le plus utile où vous dites ça, je partirai plus jamais sans? C'est pas facile, hein. Non. Au-delà de l'évidence, tu vois, du matériel de camping et tout, hein, Je vais dégoûter un peu tout le monde, tu vois, mais je pense que ce serait mon téléphone portable. C'est terrible à dire, c'est tellement c'est pas ce qu'on voulait entendre aujourd'hui, et en même temps ça nous a permis de découvrir le monde différemment, de communiquer avec plein de gens, avec des outils qu'il y avait. On n'aime pas opposer la nature et la technologie. Je pense que ce qu'on aime avec ça, c'est arriver à se donner des limites et pas se faire manger par la technologie, que de toute façon il faut s'y faire. Si on la dompte pas, c'est elle qui nous domptera d'une façon ou d'une autre, et que ça nous a permis, avec les outils de traduction, avec toutes les recherches qu'on a pu faire sur Internet, sur des endroits, sur des cultures, de nous mettre vraiment dans le voyage, de comprendre beaucoup de choses, d'aller un petit peu plus loin et de sortir de ce tourisme à la fois consommateur et contemplatif, tu vois, mais pour rentrer dans des trucs un petit peu plus profonds, et en même temps de tracer nos itinéraires, de nous servir d'un GPS précis. Ça a été un couteau suisse qui nous a énormément aidés, et je pense que c'est important de rappeler que c'est pas le téléphone qui nous met le menottes, quoi. C'est notre esprit qui met ses propres menottes à ce téléphone, mais que si on commence à l'utiliser pour les bonnes raisons et uniquement pour celles-là, on peut trouver beaucoup de liberté. C'est un outil génial. C'est un outil génial, ouais. Et qui doit le rester, justement, c'est dans l'utilisation. Non, t'as raison. Oui, j'ai vu aussi, il y a des choses, des endroits où vous alliez, il y a même pas de carte, enfin, il y a pas grand chose. Donc, vous regardiez en vue aérienne, grâce à tout ça, c'est Internet, donc c'était indispensable. Et toi, Marie? Je vois des gens qui partent à l'aventure, en bivouac, etc., sans réchaud, parce que ils ont pas envie de prendre le temps de cuisiner, ils ont envie de s'alléger au maximum. Moi, jamais tu me feras partir sans réchaud. Surtout après avoir passé 3 hivers dehors, tu vois. Bon, je sais pas s'ils partent en hivernal, ceux qui prennent pas de réchaud, mais pouvoir manger chaud, et le plaisir parfois de se cuisiner un petit truc, même un peu sommaire, tu vois. On dit souvent que paradoxalement ce voyage qu'on a voulu très proche de la nature, on vivait dehors et tout, c'est sûrement la période de notre vie où on a le plus mal mangé en termes de nutrition, j'entends, tu vois, de repas équilibrés, d'apports, etc. Parce que on mange un peu ce qu'il y a, quoi, ce qui est disponible, ce qui est transportable, ce qui est intéressant dans son ratio poids, apport nutritif, etc.
Et du coup, c'est vrai qu'on est souvent moins sur une alimentation plaisir, mais plus sur un truc assez rationnel en vrai, il me faut du gras, de l'énergie, des protéines, etc. Mais quand même, avec le réchaud, tu peux te permettre des petits repas et des petits moments plaisir, quoi. Parce que ça compte. On te réchauffer les mains autour du bol. Ouais. Hein. Ouais. Quel est le fail qui vous a le plus appris, la claque, l'erreur, le truc, tu dis? Moi, je pense que le plus gros fail, c'était de pas arriver à mettre la Roumanie sur l'itinéraire. On avait mis le pays sur l'itinéraire dès le début. Et puis on n'a pas eu le temps, on a passé trop de temps. Ce fail, il est induit par une grosse erreur de planification au départ. On a pensé que tout ce côté montage, la communication serait beaucoup plus facile à faire, qu'on pourrait faire ça un peu dans l'attente, un peu chez les gens et tout. Dans les faits, monter une vidéo, ça se fait à un bureau avec des écouteurs et une concentration religieuse. De même que rencontrer des gens, ça se fait avec une concentration religieuse. Il faut être à fond dans le moment et pas avoir un écouteur et profiter de ce que dit la personne de l'autre oreille, tu vois. En tout cas, on s'est vite rendu compte que non, chez les gens, on serait avec les gens et on serait pas en train de faire nos petits trucs à côté. Et du coup, on a passé plus de temps en mode bureau. Ça a généré 6 mois de retard quand même. Enfin, c'est pas le seul truc qui a généré 6 mois de retard, c'est aussi qu'on a fait le jeu du maximum de détours possible, tu vois. On n'a pas cherché à aller au plus court, hein. Quand tu regardes l'itinéraire, il est fait que de détours, et chaque fois qu'on rencontrait des gens, on leur demandait alors où est-ce qu'il faut que j'aille, pas loin de chez toi pour en prendre plein les yeux. Et parfois on n'hésitait pas à faire ces quelques kilomètres de rab pour aller voir cet endroit dont cette personne nous avait parlé, lui envoyer quelques photos, lui montrer qu'on en parlait et qu'on aidait à le faire découvrir. Là où c'est vrai que c'était assez rare de le voir dans des articles de blog, quoi. On s'était pas non plus imaginé que parfois on resterait 3, 4, 5, 10 jours chez quelqu'un. 10 jours, c'est arrivé qu'une fois, mais qu'on resterait si longtemps, parfois chez des gens avec qui on se sentait bien, ou qu'on avait décidé d'aider à faire quelque chose, à réparer un truc chez eux, enfin je sais pas, pour plein de raisons. Et ça a pas mal fait glisser le timing aussi. Ouais. Pour moi, tout ça, c'est même pas un fail, c'est un changement, et c'est la souplesse qu'il faut garder dans un itinéraire. Oui, d'autant vas-y. que tu voulais l'inviter à rencontrer. Je finis juste sur cette histoire de Roumanie, d'autant que si on n'avait pas décidé de ne pas aller en Roumanie, on n'aurait pas pu finir le voyage finalement. Ça a été vraiment un coup du destin, un heureux coup du destin, parce qu'on est rentré en France après avoir atteint Istanbul 2 semaines avant le premier confinement. Ah, nous aussi, on était rentrés de voyage 2 semaines avant le premier confinement, 4 mois en famille. Coup de bol. Et c'est le moment que vous aviez prévu, non? Ah, nous, c'était le moment qu'on avait prévu. Alignement des astres, quoi. Après 2 jours à l'école, ma plus petite me dit « Ah, j'en ai marre de l'école !» Je disais « C'est pas de bol, parce que là, t'es quand même parti pour quelques mois avant sur les grandes vacances, et puis après, pouf, bombe, t'as gagné. » On a un fail assez amusant en Grèce, où on avait avec nous la famille de Marie. Je peux peut-être te laisser raconter. Ouais, on était donc ma mère, mon beau-père, mon frère et sa compagne. On fait partie des 36 invités du voyage et ils nous ont rejoints tous les 4 en même temps en Grèce pendant qu'on traversait la péninsule du Pélion, qui est en fait ce bras de terre, assez montagneux qui part dans la mer. On était tout début septembre, donc encore pendant les grosses chaleurs et les mois très secs de l'année. On suivait un sentier qui était l'équivalent d'un GR en France, qui là-bas s'appelait le sentier O2, qui était donc censé être un sentier très pratiqué, un des gros sentiers de longue distance du pays, et qui s'est avéré ne pas être emprunté depuis des années. On s'est retrouvé dans des buissons, des forêts de ronces, à pas pouvoir avancer, à mettre parfois 1h30 pour faire 100 mètres, le temps de dégager le sentier, de faire passer tout ce petit monde. Vous étiez à la Machette, la jungle européenne. Ouais, exactement, on était à la Machette. Et ça a vraiment ralenti notre progression. Du coup, cette section qu'on pensait faire en une demi-journée, une journée grand maximum, nous a pris 2 jours et demi sans qu'on puisse la terminer. Et on s'est retrouvés à court d'eau parce qu'il y avait vraiment aucune source d'eau douce. On était au bord de la mer, toutes les rivières étaient à sec. À court de nourriture aussi, mais l'eau a vraiment été plus compliquée à gérer. Et avec du coup le poids de la responsabilité d'avoir ma famille dans une situation aussi terrible
Et à ce moment-là, Neil a pris un chemin détourné pour essayer de trouver un raccourci en passant par vraiment au plus près de la mer, s'est retrouvé coincé dans une sorte de crique, a dû partir à la nage après avoir abandonné son sac, pendant que moi j'étais restée là-haut avec ma famille à essayer de les apaiser et de leur dire que Neil allait nous sauver, quoi qu'il arrive. Et il a donc dû faire toute une section à la nage pour arriver sur la plage qui lui permettrait de rejoindre le village le plus proche. Et de là, un couple de Grecs était en train de profiter de la plage, en train de faire un bain de soleil, voit Neil arriver à la nage avec un bidon sous le bras, parce que sur la crique où il était arrivé, qui était malheureusement couverte de déchets, il avait trouvé un bidon dans lequel il avait mis au sec son téléphone et son GPS. Du coup, tu peux imaginer ce qui se passe dans la tête de ces gens sur la plage qui voient Neil, que là tu vois au mois de novembre, un peu mat, mais début septembre, il était quand même super bronzé, et il arrive en short avec un bidon sous le bras. Ils l'ont pris pour un réfugié, ils comprenaient pas ce qu'il disait, ils avaient pas du tout envie de l'aider, et ils avaient envie de faire leur séance de plage tranquille, jusqu'à ce qu'ils finissent par les menacer, de les dénoncer à la police parce qu'ils avaient refusé de l'aider, et ils ont accepté de l'emmener au village le plus proche où il a pu trouver de l'aide pour venir nous secourir. Ouais, ça c'était chaud C'était là. chaud, ça Dire. reste quand même... À la fois très folklorique et un petit peu chaud, mais bon. Ah, c'est l'aventure qui restera pour tous les repas de Ouais, famille. exactement. Le succès dont vous êtes le plus fier dans cette aventure alors? C'est d'avoir terminé en accomplissant ce projet et en faisant quelque chose qui ressemblait au projet qu'on rêvait de faire. C'est tellement difficile quand tu mets un truc comme ça en place d'arriver, je pense, à être juste par rapport à ce que tu vas vivre, et en même temps j'ai l'impression que vraiment les portes se sont ouvertes petit à petit et qu'on a réussi à emmener au bout quelque chose de très humain, d'éco-responsable, de très sincère, qu'on a réussi à transmettre. Enfin, c'est ce que les gens nous disent beaucoup sur les réseaux sociaux. On est arrivé à transmettre quelque chose d'honnête, qui se voulait pas du tout sensationnaliste, putaclic, mais au contraire qui laissait entrevoir ce voyage comme il a été, qu'on a fait une place à des gens, garder des contacts merveilleux, et qu'au final c'est un peu ce dont on avait rêvé, quoi. Ouais. Et s'il y a des paysages super beaux instagrammables, c'est parce qu'ils sont super beaux et instagrammables, on peut rien. Et toi, Marie? Peut-être d'être partis ensemble et rentrer ensemble. Bah oui, comme on dit, c'est pas toujours évident. D'avoir continué ensemble, parce que tu rentres d'un voyage comme ça, t'as d'autres perspectives, et puis c'est pas forcément évident d'avoir tous les deux les mêmes nouvelles perspectives, et aujourd'hui on se sent très fort à deux. C'est quoi les ingrédients alors pour réussir un rêve? Quels sont les conseils à des aspirants aventuriers? Par exemple, qu'est-ce que vous auriez conseillé à Neil et Marie quand ils étaient en train de préparer le voyage? De pas avoir peur, évidemment, de prendre conscience que les risques qu'on peut prendre en décidant de tout quitter, ou les risques qu'on a pu prendre très concrètement pendant le voyage, il faut les mesurer, en avoir conscience, et se poser la question et si ça marche pas, qu'est-ce que je risque vraiment? Est-ce que je peux faire demi-tour? Est-ce que je peux changer d'avis? En quoi ça m'engage vraiment? Et je pense que la réponse c'est toujours oui. Oui, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de changer d'avis plus tard, d'imaginer quelque chose qui finalement ne me plaît pas. Et si on en arrive à se poser ces questions, je pense qu'on peut être sûr qu'on trouvera la force de rebondir et que c'est pas grave. J'aime bien. Et toi, Neil? Qu'est-ce que tu te serais dit? De communiquer avec leur cœur, parce que c'est vrai que de plus en plus on perd un peu les pédales avec ces réseaux sociaux et ces trucs, tu vois, où on a toujours envie de faire du like et tout, et pour nous amener du sens dans toutes ces choses, parce que si on n'amène pas de sens dans les réseaux sociaux, dans le business qu'on fait, sur l'influence entre guillemets, tous ces trucs j'en peux plus. Justement, bientôt on n'en pourra plus personne n'en pourra plus, et ça se verra, ça se sentira. Alors que si on continue de faire des choses humaines sans se forcer, ça restera chouette, quoi. Ne pas avoir peur et être vrai et donner du vrai. Donner du vrai. Votre actualité du moment, vos projets futurs? Alors là,
C'est quelque chose sur lequel on aime bien laisser un petit peu planer le doute. On va faire des trucs cet hiver, c'est sûr, parce que ça nous manque d'aller un peu nous rouler dans la neige, tu vois. Là, on part avec un ami ou deux très bientôt dans les Alpes pour justement étreiner la neige fraîche de cette année. Mais dans les gros projets, on aimerait bien partir au Maroc pour traverser l'Atlas sur un itinéraire de 1000-1500 km en essayant aussi de rencontrer plein de gens et de se faire une meilleure idée de ce qu'est cet endroit qui a pas eu très bonne presse dernièrement avec des randonneurs qui ont eu des histoires là-bas. Pourtant, on est persuadé que c'est des cas isolés, mais que c'est un pays très très hospitalier dans lequel il y a énormément de belles choses et qui en plus a l'air d'avoir une vraie conscience écologique qui est en train de grandir très fort très vite. Et voilà. Si on laisse un peu planer le doute, je pense que c'est aussi parce qu'on est plein de doutes. On revient pas tout à fait indemne d'un voyage de 2 ans. C'est pas facile de se remettre, en marche. Le livre nous a énormément occupés cette année. Il est sorti il y a... Ah, je veux bien. Ouais, Ici en septembre, voilà, il est... ouais, je l'ai reçu tout frais. Exactement. Là. Il sent encore l'imprimerie. Il est sorti il y a très peu de temps, donc on est encore en train de digérer, je pense, cette nouvelle aventure qui a été la sortie du livre, et puis d'en faire la promo, ce qui prend aussi un peu de temps, ce qui amène à pas mal de belles rencontres aussi. Voilà, on en est là. Mais donc ça vaut la peine de continuer à vous suivre sur vos réseaux sociaux. Vous allez nous dire où on peut vous suivre pour la suite des aventures, et puis regardez ceux qui ne connaissaient pas encore, ce qui s'est passé avant, parce qu'il y a plein de belles choses là-bas. En rentrant du voyage, on s'est demandé est-ce qu'on continue d'exister par le nom de ce projet, de pas vers l'autre, et en fait le nom de ce projet avait tellement de sens pour nous qu'on a décidé d'ouvrir un petit peu. On a changé de nom sur les réseaux sociaux et on est Further Stories, further.stories, tu vois. Et l'idée c'est de faire de la place aussi pour d'autres aventures outdoor et garder cet esprit libre et léger et voilà, d'amener les gens à nous suivre sur des aventures sympas qui les rend maîtres de leurs aventures aussi. Voilà, Further Stories. D'accord, Instagram, Facebook, YouTube, site web, la totale, exactement. YouTube. Je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Un grand merci à vous deux pour votre temps ce matin. Merci à toi. Merci beaucoup pour ce chouette échange. Félicitations très sincères pour le livre. Merci beaucoup. C'est génial. Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu l'as fait, c'est que tu as apprécié ces 2 invités, alors sache que tu retrouveras toutes leurs infos dans les notes de l'épisode, ainsi qu'un lien vers la page web de l'épisode sur storylific.com, où je te mets en plus des photos qu'ils m'ont transmises, le lien vers leurs vidéos et quelques autres infos qui pourraient t'intéresser. Je serais curieuse de savoir ce que tu as retiré de cet épisode. N'hésite pas à le partager sur les réseaux en me taguant, je serais heureuse de voir ça et évidemment, je le relayerai. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation, donc si l'épisode t'a plu, aide-moi à le faire connaître en le partageant sur tes réseaux ou parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Énorme merci à ceux qui ont pris l'habitude de le faire. Spotify m'a fait un petit récap de l'année en me disant que Storylific faisait partie des podcasts les plus partagés. C'est super. Sans toi, rien n'est possible, alors merci d'être là. Dans le prochain épisode, on partira grimper avec un jeune alpiniste vraiment incroyable, Pablo Recourt. On m'en a parlé 2 fois sur la même semaine, il fallait donc que ça devienne un épisode. Pablo a sillonné les routes de France à la recherche du plus beau 8A et il a mené cette quête à vélo. Alors rendez-vous dans 15 jours pour t'encorder avec Pablo Recourt. À bientôt!